Aimeriez-vous sauver des vies? Des centaines de milliers d'enfants, et plus encore. Oui, oui, des milliards d'humains sont en danger d'extinction et vous y pouvez quelque chose. C'est difficile à croire, mais il suffit de se dire que c'est contre-intuitif. J'ai découvert le long-termisme à travers une vidéo d'Arte où apparaissait Monsieur Phi. Je me suis un peu renseignée depuis. La doctrine long-termiste a été formalisée par William MacAskill et se résume ainsi. Influencer positivement l'avenir à long terme est une priorité morale clé de notre temps. Dit comme ça, c'est suffisamment flou pour ne pas déranger. Qu'entend-il par influencer positivement? À long terme, c'est en siècle ou en millénaire? Priorité suppose qu'il y a d'autres choses importantes qui vont passer au second plan. Mais lesquelles? Le seul point clair, c'est que William MacAskill, dans la lignée de la philosophie morale, préconise une conduite à tenir aujourd'hui. Je crois comprendre le raisonnement. Cela suppose d'abord d'adhérer à une doctrine conséquentialiste. Stricto sensu, une action moralement juste est une action dont les conséquences sont bonnes. Dans une perspective utilitariste, bonne veut dire qu'elles font le meilleur usage possible des ressources dans l'intérêt du plus grand nombre. L'altruisme efficace applique ce principe dans l'aide qu'on peut apporter, qui ne doit donc pas nécessairement bénéficier aux personnes proches, mais plutôt à un maximum de gens, même s'ils me sont inconnus et vivent à l'autre bout du monde. Le long-termisme considère que ce raisonnement concernant l'éloignement dans l'espace est valable aussi dans le temps. Nous avons donc le devoir moral de nous soucier du sort de l'humanité tout entière, y compris les générations à venir, sur des millions d'années. À cela s'ajoutent 3 postulats. Il y a plus d'individus dans le futur qu'il n'y en a eu depuis l'origine de l'humanité. Notre espèce est menacée d'extinction par des catastrophes planétaires. Et nous avons le pouvoir de réduire le risque de catastrophe sur le long terme. Vous aurez sans doute remarqué le paradoxe et le fait qu'on parle d'eux au présent. Et puisqu'ils sont plus nombreux, les humains du futur sont plus importants que nous. Il faut donc travailler à des solutions qui permettront de les sauver. Autre présupposé, tout peut être comptabilisé. L'humanité est perçue comme une somme d'individus moralement équivalents qui, tous, aspirent à vivre, à éprouver du plaisir et à éviter la souffrance. Les tenants de ce courant de pensée divergent entre 2 types de solutions. Lutter contre le réchauffement climatique, ce qui ne change rien par rapport à l'écologisme classique, ou coloniser la planète Mars. Afin de les mettre en œuvre, ils font des démarches auprès des plus grosses fortunes du monde. Quant aux étapes du raisonnement, elles amènent un retournement des priorités traditionnelles. Il ne s'agit plus d'aider son prochain, mais son lointain. On renonce à donner un coup de pouce à une asso locale parce que c'est plus efficace de faire un don à une ONG internationale, mais finalement, on va investir cet argent dans l'aménagement de la planète rouge, ou alors dans des projets écologiques probablement plus sensés, mais qui n'ont pas besoin de cette justification. Il existe des moyens de faire d'une pierre plusieurs coups, et de ne pas choisir entre court terme, moyen terme et long terme. Le principal exemple qui me vient à l'esprit est de favoriser l'accès à l'éducation dans le monde. Ça aurait pour effet d'améliorer dès maintenant le bien-être de nombreux jeunes, puis d'atténuer la surpopulation et de faire reculer la pauvreté, tout en augmentant les chances de résoudre d'autres problèmes dans un futur plus lointain. Les pays pauvres et surpeuplés sont aussi ceux où le taux de scolarisation est le plus bas. Beaucoup de filles se marient très jeunes et ont du mal à subvenir aux besoins de leurs nombreux enfants. Quand elles font des études, elles acquièrent une qualification, trouvent des emplois mieux rémunérés, se marient plus tard, avec des garçons diplômés qui eux aussi gagnent correctement leur vie. Ces couples ont moins d'enfants, ils ont les moyens de mieux les nourrir, les soigner et les éduquer. S'ils le peuvent, ils les envoient à l'université. Les États et les ONG ont déjà beaucoup fait pour l'instruction primaire, mais c'est l'accès aux études secondaires et supérieures qui est déterminant. Si les milliardaires mettaient le paquet pour enclencher ce cercle vertueux, il y aurait d'ici quelque temps un arrivage de jeunes chercheurs, ce qui augmenterait la probabilité de trouver des solutions adéquates aux problèmes que le monde affrontera dans l'avenir et que pour l'instant nous ne pouvons pas bien cerner.
C'est encore à partir d'une analogie que les long-termistes postulent que le nombre d'humains à venir est supérieur au total d'humains ayant existé jusqu'à ce jour. La durée d'existence et la démographie de notre espèce seraient assimilables à celles d'autres espèces. Or, aucune autre ne pratique le contrôle des naissances. Les projections démographiques présentent divers scénarios. Vraisemblablement, la population mondiale pourrait atteindre un pic aux environs de 10 milliards dans la deuxième moitié de ce siècle et ensuite diminuer. Bien sûr, les projections ne vont guère au-delà de 2100 et n'incluent que des paramètres prévisibles, pas les boucles de rétroaction, décisions étatiques ou évolution des mentalités. Si on améliore les conditions de vie, ça aura probablement un impact sur le nombre total d'humains. Mais lequel ? Au siècle dernier, on a soigné, vacciné en masse, diversifié l'alimentation, etc. D'où le boom démographique. Et maintenant, les progrès de la contraception sont en train de changer la donne. Mais pas partout de la même façon. Les disparités entre des pays assez similaires montrent que ça n'a rien de mécanique. Bref, sur le long terme, il faudrait une boule de cristal. Mais au fait, n'y a-t-il pas une erreur logique dans le fait d'additionner tous les humains du futur et tous ceux du passé? Ne devrait-on pas plutôt comparer un total de vivants à un instant T ? Et là, il se pourrait que nous appartenions à la période la plus peuplée de l'histoire. Ce qui ferait de nous, les boomers, la génération la plus importante de l'histoire de l'humanité, non ? Bon, j'arrête mes bêtises. Et d'ailleurs, faut-il vraiment qu'ils soient si nombreux, nos héritiers ? Ce que les long-termistes ont zappé, c'est que les bébés ne tombent pas du ciel. C'est nous qui décidons de les faire naître, ou pas. Les humains du futur n'existent pas, et ils n'existeront que si on le décide. Plus exactement, chacun d'entre eux n'existera que si quelqu'un fait le nécessaire. Le contrôle des naissances progresse à l'échelle mondiale, et si tant est qu'on puisse faire des pronostics sur l'avenir, on pourrait dire qu'avoir des enfants sera un choix. Un choix individuel, un choix de société, économique, stratégique. On se souvient de la politique de l'enfant unique en Chine. La tendance actuelle, à peu près partout dans le monde, c'est de faire moins d'enfants. Mais si on choisit d'avoir des descendants, ne les prenons pas pour des incapables. Pourquoi les générations futures ne seraient-elles pas aptes à trouver des solutions en fonction de leurs besoins et de leurs valeurs ? Des solutions qui ne nous plairaient pas peut-être, mais nous ne serons plus là pour en juger. Ce sera leur monde, plus le nôtre. Si on est persuadé que les humains du futur ne peuvent être que des idiots complètement passifs, alors pourquoi vouloir les faire advenir ? Ce ne sont pas les générations futures qui ont besoin de nous. Je suppose que c'est nous qui avons besoin d'elles pour nous projeter dans un avenir qui dépasse les limites de notre vie. Mais qu'est-ce qui va donc arriver aux humains du futur lointain pour qu'ils aient besoin d'être sauvés ? Guerre nucléaire ? Pandémie ? Prise de pouvoir par les machines ? Je dirais plutôt des choses que nous n'imaginons pas. Et que pourrions-nous faire pour éviter ça ? On est à peu près aussi bien équipé que Cro-Magnon pour prévenir les risques de virus informatiques. Quant à une extinction de l'espèce, c'est d'autant moins probable qu'ils seront nombreux et répartis sur le globe. Cette crainte, pour ne pas dire cette obsession, rejoint à la fois l'éco-anxiété et le survivalisme, qui sont des formes actuelles des annonces d'apocalypse. Nos ancêtres sont en partie responsables de nos conditions de vie actuelles. Certains prétendent qu'ils auraient dû rester chasseurs-cueilleurs au lieu de se lancer dans l'agriculture et l'élevage, il y a environ 12 000 ans. Évidemment, on n'aurait pas les mêmes problèmes aujourd'hui. On en aurait d'autres. J'imagine que le bonheur se résumerait à manger à sa faim, ne pas souffrir continuellement ou se sentir assez en sécurité pour pouvoir dormir quelques heures. Mais justement, certains de nos ancêtres ont fait des choix long-termistes. Ils ont développé une civilisation où ceux qui le peuvent accumulent plus de richesses que n'en pourront consommer leurs enfants et petits-enfants de leur vivant. Leurs bâtiments ont été conçus pour durer des siècles. Ils nous trouveraient fous et ingrats de remplir de touristes les temples et les palais où ils ont gravé ce qui leur semblait incontestable. On se soucie de léguer un monde habitable à nos enfants et petits-enfants, mais on ne peut pas mettre ça en parallèle avec un devoir moral envers des générations futures dont on ne sait rien. Même en faisant au mieux pour laisser cet endroit plus propre qu'on ne l'a trouvé en y entrant, il y aura toujours des travaux de rafraîchissement à prévoir.
La plupart de nos actions ont des conséquences limitées dans le temps. Leurs impacts se diluent progressivement comme celui d'une onde. L'effet papillon est plutôt rare et pas franchement prévisible. Certes, quand j'appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume ou s'éteint. Dans un contexte restreint, le futur immédiat peut découler directement de nos actions. Tant que les conditions n'ont pas trop changé, on peut miser sur un enchaînement causal assez similaire à ceux du passé le plus récent. Mais au-delà, c'est prétentieux de croire qu'on puisse maîtriser quoi que ce soit. Dans les sociétés humaines, certains paramètres évoluent vite, et combinés entre eux, ils ont de fortes chances de produire des situations inédites. Alors, agir pour aider les humains d'un futur lointain, c'est prendre le risque d'un effet contre-productif. Plus c'est loin, moins il y a de chances que les choses se passent comme prévu. Chaque instant qui s'écoule entre l'action et sa conséquence prévisible peut faire intervenir des éléments inattendus et de plus en plus difficiles à anticiper. Ce serait dans le meilleur des cas inutile, donc un gaspillage d'énergie pour notre monde actuel. Ça ne me paraît pas particulièrement éthique. Dans une optique utilitariste, la survie de l'espèce humaine sur une longue durée à l'échelle de l'histoire du vivant, ce n'est pas un enjeu en soi, car personne ne pourrait en bénéficier. Les bactéries, les archées et nombre d'insectes perdurent depuis bien plus longtemps que nous, et je doute que ça les rende plus heureux. Si chaque génération devait se sacrifier pour les suivantes, personne ne profiterait de rien. Ce serait comme manger toujours le pain rassis de la veille. Je ne sais pas si un tien vaut mieux que deux tu l'auras, mais se priver d'un bien concret pour que des personnes hypothétiques aient peut-être un jour la vie sauve, ça sent l'arnaque. Je crois que Bentham lui-même ne trouverait pas ça avantageux. De l'ambition pour l'humanité. À mon sens, l'humanité devrait plutôt ambitionner d'être aussi humaine que possible maintenant. Faire passer en priorité l'intérêt de gens qui n'existent pas et pourraient ne pas exister, c'est un peu dur à avaler. Alors, les long-termistes nous expliquent qu'il ne faut pas discriminer les personnes en fonction de leur époque, passée, présente ou future. Ce mot a le pouvoir de susciter une réaction presque automatique. Tout plutôt que de discriminer. Et voilà comment on fait gober qu'il faut prendre en compte des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire pas de gens du tout, des gains. Ce ne serait pas grave si ça restait abstrait, mais quand des penseurs vous font admettre l'existence d'une entité immatérielle, ils ne tardent pas à prétendre savoir ce qui est bon pour cette entité et à prôner quoi faire et ne pas faire. L'analogie entre le temps et l'espace ne tient pas. Le temps a une direction. On ne peut plus rien pour les humains du passé. Quant à ceux qui n'existent pas, et leurs parents non plus, on voit mal comment ils pourraient avoir besoin de notre aide. La proximité dans l'espace-temps coïncide souvent avec la proximité affective, et avec un devoir moral. Si je ne m'occupe pas de mes propres enfants, qui le fera ? Si je croise un passant qui a un malaise, ne dois-je pas le secourir ? On ressent parfois un élan de solidarité envers des gens qu'on ne connaît pas, qui sont à l'autre bout du monde, juste parce qu'on apprend qu'ils ont besoin d'aide, et a fortiori si c'est urgent. Je ne saurais dire si c'est un devoir ou une surérogation, mais je trouve que ce sentiment est à cultiver. C'est pas très bizarre de se dire que on tient compte des intérêts de personnes qui n'existent pas encore mais qui existeront dans le futur. Genre typiquement, si on se soucie du réchauffement climatique, c'est pas seulement pour nous, c'est pas seulement pour nos enfants ou même la génération encore après, mais c'est aussi pour 5 générations plus tard ou quelque chose comme ça. Quelque part, si tu prenais une décision qui faisait en sorte que dans 5 générations, il n'y aura plus personne sur Terre, tu ne causes de tort à personne qui existe, ni personne qui existera bientôt, c'est quand même relativement loin, mais tu aurais quand même le sentiment que c'est pas bien quoi, de faire ça. Genre si tu t'appuies sur un bouton, ça améliore le sort de tout le monde pour 100-200 ans, par contre ça déclenche une supernova dans 500 ans.
est-ce que tu ferais une chose pareille? Si vraiment tu as l'idée que les personnes futures, c'est pas important de prendre en compte leur intérêt, tu devrais dire, en fait oui, ça vaut vraiment le coup de faire ça. Pourtant, je pense que on est d'accord que c'est plutôt moralement douteux d'appuyer sur un bouton comme ça. Si tu appuies sur le bouton, c'est pas juste les personnes qui vont mourir dans 500 ans à qui tu causes du tort. Quelque part, tu peux considérer que c'est toutes les personnes qui auraient existé si tu n'avais pas appuyé sur ce bouton, et ce nombre-là de personnes, il peut être absolument gigantesque. Dans cette expérience de pensée, Monsieur Phi ne dit pas qu'il serait immoral de tuer les gens qui vivraient à ce moment-là ou de leur infliger des souffrances. Il dit que ce ne serait pas bien d'ignorer l'intérêt des humains qui auraient pu exister par la suite. Mais si on suit ce raisonnement, il n'y a pas besoin d'une supernova. Un simple préservatif suffit. En l'utilisant, on méconnaît l'intérêt de l'enfant qu'on pourrait concevoir et aussi celui de tous ses descendants. Logiquement, il en découle que la contraception est moralement condamnable. Chaque individu peut ne pas vouloir de descendants, pour toutes sortes de raisons. En fait, l'absence d'enfant est la situation initiale, donc par défaut, jusqu'à ce qu'on décide d'en faire un. Y a-t-il là quelque chose d'immoral ? Ne l'oublions pas, les humains du futur ne sont pas quelque part en train de piaffer aux portes de la vie. S'ils ne viennent pas au monde, ils n'auront rien perdu. Pour avoir des regrets, encore faut-il exister. Quelqu'un qui n'existe pas ne peut subir aucun préjudice. J'ai un souci avec le dilemme du tramway et autres expériences de pensée où on doit faire des choix en toute connaissance de cause. Dans la vraie vie, ce n'est jamais le cas. Comment aurais-je, en dernière minute, l'information que 5 personnes sont attachées sur telle voie et une personne sur telle autre, et que j'ai la possibilité d'actionner l'aiguillage, mais pas celle de les détacher ? Si cela arrivait, je serais probablement pétrifié et incapable d'agir. Et si j'ai l'info à l'avance, je peux tenter toutes sortes d'actions pour sauver les 6 personnes. Le caractère invraisemblable de la situation provoque des réponses biaisées. L'idée qu'une action aussi minime qu'appuyer sur un bouton pourrait déclencher un événement cosmique sans possibilité de le désamorcer d'ici là, malgré les progrès qu'on peut imaginer en 500 ans, ça ne ressemble en rien aux chaînes causales du monde réel. On se croirait dans un conte ou dans un jeu de rôle. Je l'entends presque me dire « ta gueule, c'est magique ». De plus, le bouton améliorerait le sort des gens pendant une période avant de tout détruire. On sent en arrière-plan l'idée que tout se paye et le bonheur au centuple. Ce n'est pas de l'éthique, c'est de la superstition. Pourquoi les expériences de pensée n'utilisent-elles jamais des situations réelles ? Se soucier moralement des gens qui vivront dans des millénaires, ça donne bonne conscience et ça n'engage pas à quelque chose de précis. Ça me fait penser à ces gens qui se disent croyants sans en tirer de préceptes, sans que ça n'influe sur leur façon de vivre. Mais j'ai quand même un gros souci avec la prise en compte de gens qui n'existent pas et qui de surcroît n'existeront que si on le décide. C'est plus fort que de faire voter les morts. Il me semble que c'est un dévoiement de l'éthique. Le long-termisme s'appuie sur la croyance qu'un nombre gigantesque d'humains existe dans le futur, ou tout au moins que leur non-existence constituerait une perte, comme si la partition était déjà écrite et qu'il n'y avait plus qu'à la jouer. Il se nourrit d'une anxiété et d'un sentiment de culpabilité déjà très répandu et entretenu par les courants écologistes et autres. Il n'a plus qu'à se faire l'interprète de l'intérêt supérieur et invérifiable des temps futurs et montrer la route à suivre, tout comme le ferait une autorité cléricale. Les individus imaginaires ne courent que des risques fictifs. Leur intérêt ne saurait primer ou occulter celui des gens bien vivants. Quel que soit leur nombre potentiel, tant qu'ils ne sont pas, ça reste du rien. On peut avoir l'intuition que nous sommes responsables pour nos descendants à long terme parce que nous le sommes pour nos enfants. Mais c'est ignorer que chaque génération sera responsable pour les siens. La question est, dans quel but des philosophes et des écolos utilisent cette intuition au lieu de la démystifier ? Si vous avez vu ma série sur l'antispécisme, vous savez déjà que ce courant résulte d'une analogie entre la race et l'espèce et se combine avec le conséquentialisme, l'utilitarisme et l'altruisme efficace. Le long-termisme, c'est un peu pareil, sauf que l'analogie se fait entre l'espace et le temps. Clairement, ce sont des discours qui répondent au même type de préoccupations éthiques. On peut les coupler. Dans ce cas, la priorité des priorités serait les animaux du futur. On peut aller encore plus loin et englober aussi les intelligences artificielles sentientes.
Vous savez, ces robots capables de vivre des émotions sans corps ni hormones. Chacune de ces extensions réduit l'importance relative de nos contemporains et détourne l'attention des urgences qui, à mon sens, devraient être nos priorités. La philosophie de MacAskill fonctionne par analogie et métaphore. Pour figurer la durée d'existence que l'espèce humaine a devant elle, il dit « Si l'humanité était une personne, ce serait un bébé de 6 mois. Et lui, qui a la trentaine bien tassée, ne peut pas laisser un bébé se mettre en danger. Il va donc nous dire quoi faire. » À commencer par acheter ses livres. Le futur n'est pas écrit. Il résultera de la conjonction d'un nombre incalculable de paramètres. Essayer d'influer sur le sort de nos descendants à long terme ne me paraît même pas une bonne idée. Laissons chaque génération apporter sa touche à l'histoire de l'humanité et les androïdes seront bien gardés. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. C'était Irma Cerevo de Esprit Citrique.